Swag. Espace tatami pour faire des activités de lutte, de grappling. C'est pour ça qu'on a protégé les fenêtres avec des bancages et des protections murales un peu partout. Il y a 100 mètres carrés de tatami. Et on a fait faire une cage de compétition. Alors, il y a plein de gens qui me disent ouais, tu l'as fait pour le côté marketing, tout ça. Franchement, non. C'est vrai que sur des flyers, c'est vendeur quand même de proposer une cage de compétition. Tu la mets sur ton flyer, ça va générer du trafic. Mais honnêtement, le but, on l'a fait pour que l'athlète, il rentre, il se met en condition dans une vraie cage de compétition avec le vrai bruit du plancher, avec le geste de monter ces marches d'escalier qui mènent dedans et que tu puisses sortir un petit peu du cadre du tatami. C'est-à-dire que ta cage posée au sol, c'est un tatami, c'est ce que tu fais à l'entraînement. Là, tu as le vrai bruit du plancher, tu as l'épaisseur adéquate, tu te mets vraiment dans les conditions exactes de ce qui va se passer le jour de la compétition. Allez, un saltier, change de côté, remonte peu. C'est excellent, c'est excellent. Et moi, c'était un détail qui pour moi était important pour essayer de planifier au mieux la préparation d'un combat pour les athlètes du club. Elle est faite pour être dans cet espace-là, voilà, mais elle n'est pas dans des dimensions. Après, très honnêtement, quand tu regardes certains galas anglais, du 6,5, il y en a plein. Hein. Ouais, genre les premiers combats de Conor McGregor, c'est dans des trucs comme ça. Quoi. Ouais. Quand tu regardes, honnêtement, tu regardes aujourd'hui ce qui se fait en Angleterre, il y a plus de la moitié des orgas qui sont sur du 6,5. Après, la grande majorité, on est soit sur du 8 sur 8, ça fait 1,5 en plus, soit sur du 9 sur 9 comme à l'UFC. Après, la petite cage de l'UFC qu'ils font pour les UFC Apex, si je dis pas de bêtises, elle est à 7,5. Donc on est à 1 mètre de plus, hein, c'est tout. Quand tu rentres dedans, tu verras celle que j'ai au magasin qui est là, tu te rends compte quand même de la dimension déplacement. Là, on peut travailler sur une cage à partir de cette dimension, même si effectivement celle-là on l'a faite sur mesure. Là, la dimension déplacement, travail technico-tactique, elle est respectée parce que tu regardes, tu démarres au centre de la cage, tu as quand même presque 4 mètres de recul. Donc cette cage, elle permet quand même de travailler sur ton striking, de travailler sur tes déplacements pour éviter de te faire bloquer en cage contrôle. Je pense que c'est des dimensions où tu peux déjà vraiment avoir une dimension technique importante. Donc, quand tu regardes l'espace qu'on a là, tu as 100 mètres carrés de tatami. Donc si je suis fatigué, je vais reculer, je vais faire tomber mon protège-dents. Il y a toute une dimension où l'athlète il va pas pouvoir se préparer correctement parce que tu peux un peu trichouiller sur un état de fatigue. Là, tu peux pas. Si tu ne sais pas te déplacer correctement, tu vas vite être cage contrôlé, tu vas vite te faire amener au sol. Et c'est cette dimension-là qui m'intéressait, moi. Et puis pareil, regarde, tu vois, là, je me déplace, c'est le bruit. Pour ceux qui sont déjà allés, c'est le bruit que tu entends quand tu fais un combat professionnel. C'est pas des tatamis, c'est ce bruit-là avec le plancher, avec tout ce qui va avec. Donc moi, j'avais envie d'avoir le souci du détail et de transposer l'entraînement en combat pour que moins tu es surpris, moins tu stresses. Plus tu as l'habitude de faire des choses. Certes, il y aura du public, certes, il y aura une pression plus importante le jour du combat, mais on se rapproche au maximum de ce qu'on peut préparer à l'entraînement et ça, je pense, va éviter et va faciliter pas mal de combattants pour qu'ils puissent s'exprimer à leur plein potentiel. Maintenant, on a un clair que toi tu veux faire cesser les disques, tu vas repartir à la salle. On clique, boum, on clique, boum, on clique, boum, et au prochain, regarde, au lieu de repasser mon bras à l'heure, vas-y, glisse.
Là, je viens là, je bloque le clinch direct, je frappe, je sors. Là, je viens, tu vois, là, je n'use pas d'énergie parce que c'est mon poids en fait. Quand je passe, je ne vais pas pousser avec la jambe. Je mets mon poids de corps. Boum, tu vois, je mets mon poids de corps vers l'avant. Boum, sur la. Quand je fais le même poids que lui. Hein. Boum, tu vois, je viens passer. C'est mon poids qui passe devant. Boum, et après, donc là, je viens bloquer ici, de droite, je sors. Allez. Et essaye de bien mettre. Je veux pas que tu fasses un effort, sinon le mec il va te fatiguer au clinch. Gère avec ton poids de corps vers l'avant. Exact. Je le bloque là, vraiment là, parce que si je suis un peu trop haut, il pousse, il va passer en dessous, il va attaquer. Donc il faut qu'il y ait un angle. Ouais. Voilà. Si tu es là, essaie de pousser fort sur le coude pour partir, tu vois, ça va être dur pour lui. Et tu fermes pas, mais tu es bien ferme juste sur ça. Tout le reste, c'est relâché. Pour que tu ne passes pas sur la langue. Au bout d'un moment, tu clinches, tu l'empêches de prendre la viande, boum, tu bloques, tu sors, tu pars. Quand tu le sens, toi, c'est toi qui décides ça. Là, déjà, je sens les impacts. Voilà, il voit que tu sais lutter, tu vois le mec. Go, quand tu veux, toi. Bloc, frappe, tout de suite. Bloc, frappe. Voilà. Et tu vois sur le clinch ici. Là, boum. Et là, il va travailler sur ses genoux. Ce que je veux que tu apprennes juste à faire, regarde. Là, mets un genou. Voilà. On va travailler sur juste la gestion de ça, tu vas voir. Là, regarde, je te dis rien, et tu le mets. Vas-y, défonce-moi le ventre, quand tu veux. Voilà, tu viens juste faire ça. Tu vois, juste quand tu sens que ça travaille sur les genoux, vu que si tu baisses les mains, si elles ne sont pas placées, les mains, regarde, si je commence à baisser la main ici sur le genou, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va passer soit faire une tirade, soit passer le deuxième underhook. Boum, et là il va me censurer. Donc il faut être capable de gérer les genoux sans se servir des mains. Et c'est comment? Juste en faisant un petit pivot. Je suis là, je travaille au clean, je vois que ça travaille sur le genou, hop, je tourne un tout petit peu. Mets-le fort ton genou. Tu vois, dès que je sens que ça arme un peu le genou, je le tourne à droite, je le tourne à gauche. D'accord? Ensuite, on va travailler sur la sortie du clinch tranquille avec les dents. Tu le tournes, arrivé à un moment, boum, frappe un peu, on sort du clinch. Allez, on prend ça. Va doucement sur les genoux. T'inquiète, là, ce qui m'intéresse juste, c'est que quand tu le vois armer le genou, petit pivot à droite, petit pivot à gauche, juste pour pas qu'il te fasse un travail de ça. Voilà. Exactement. Et quand tu le sens, quand tu te sers du pivot, tu mets un petit percute au corps, un truc comme ça. Pareil sur ce qu'a fait le fameux geste, le fameux petit coup d'épaule qu'il a mis au nord à Céron, qui lui a quasiment cassé le nez, c'est pareil, tu vois. Là, je fais doucement sur Christ, tu vois. Là, je mets mon percute, voilà. Le coup sur le boum, petit coup d'épaule dans la tête, petit coup d'épaule dans la tête, et je repasse sur un clinch un peu serré. C'est moi qui ai le double de roue, qui va vouloir sortir, et j'en sors, je boxe. Mais déjà, tu me gicles. Oui, il y a ça aussi qu'on a vu ensemble. On peut mixer un peu tout ce qu'on a vu. Mais pour l'instant, tu prends ton temps. C'est bien ce que tu fais. Pour l'instant, le plus important, c'est la jambe droite. Il ne faut pas qu'il vienne te charger, qu'il vienne mettre son centre de gravité en dessous du tien. Tant que tu es là, tu es nickel. Tu contrôles le poignet. Voilà, c'est ça. Le centre de gravité, il est bas. C'est bien, Hassan, ce que tu fais. C'est très, très bien. Alors, Hassan, maintenant, je suis exigeant. Je veux non seulement que tu tombes pas, mais que tu arrives à sortir du clinch. Les mains, elles sont où il faut. Le poids, il est réparti où il faut. On essaie de placer la tête. On lui laisse pas la tête. Ouais, c'est bien. Excellent. Ouais. C'est bien ça, franchement c'est très très bien. On va parler? Jean-Yves? Est-ce que j'ai prévu comme ça déjà? Donc là, on ne voit pas grand chose. Mon catch posé, ça fait un catch. Et là, ce que je pensais faire, tu vois. Là, on va faire j'ai l'impression que mon corps il a complètement changé. Quand je finis l'entraînement là, j'ai le dos qui est arrondi, les bras sont écartés. J'ai vraiment pas de sens, du tout le même traumatisme qu'en boxe. Hein. Je le sens visuellement, même au niveau des sensations, complètement différent. Mais je kiffe ça parce que j'ai l'impression de me redécouvrir en fait. Et ça, je pense que ça va faire mal à la boxe. Le fait d'être un peu agressif comme ça, je suis trop gentil. Et j'aime bien tout ce qui est style, noblard, mais il me manquait un petit peu ça. Il me manquait un petit peu le niaque pour finir les combats et tout, pour imposer la domination. Et là, en MMA, il faut imposer sa domination pour gagner de toute façon. Et ça va porter un plus en boxe. Je le sens, je le vois. Et quand moi je me retrouve à la boxe, et que j'accroche, ou que je me mets dans une position de boxe, même mon entraîneur me dit, je vois qu'il y a quelque chose qui a changé et ça t'apporte de l'agressivité, ça t'apporte un truc en plus. Et c'est le petit truc qui me manquait.
je me suis rendu compte juste en pratiquant que ce petit plus-là, ça peut faire la différence. MMA, c'est pas méconnu parce que tout le monde est comme ça. Et naturellement, tout le monde travaille comme ça avec cette agressivité. Moi, je découvre cette agressivité et je m'adapte à ça. Par contre, ça va devenir une habitude et si ça devient une habitude, les boxeurs vont souffrir. Ça, c'est sûr. Parce que c'est pas des lutteurs, c'est pas des fighters de MMA, c'est des boxeurs. Ils ont un style qui est particulier et toi, tu leur apportes un autre style avec ta boxe en plus. Il y a un changement qui se passe. C'est dans ton contrôle du corps, c'est dans la manière dont tu vas chercher la nuque et tout ça. La manière que je vais chercher la nuque, la manière que je vais accrocher, je vais l'accrocher comme un lutteur. Et il n'aura pas la possibilité, lui, de travailler. Et moi, j'aurai toutes les capacités de faire parce que je sais ce que je suis en train de faire. Donc la position que je prends, est-ce que je le mets en crochet à ce moment, est-ce que je peux passer des percutes. Par contre, lui, il sera neutralisé. Il ne peut rien faire que suivre, accrocher jusqu'à attendre que l'arbitre stoppe. Mais moi, je peux frapper à ce moment-là. On se retrouve là maintenant, on est sur Nice Centre, donc après avoir vu Nice Ouest, le premier endroit où on démarre la préparation d'athlètes. Là on est au Maccabi, donc on a une surface de tatami assez importante pour gérer des groupes de combattants, que ce soit professionnels ou loisirs, assez important, puisqu'il y a 170 mètres de tatami avec une seconde cage qui est à notre disposition, mais cette fois-ci une cage au sol. Une partie très importante dans notre conception d'un training camp et de l'optimisation de la préparation d'un athlète de haut niveau, puisque à l'étage il y a une salle de préparation physique et il y aura surtout une salle de cryothérapie et un sauna pour pouvoir optimiser également la récupération. Donc, vestiaire douche à disposition pour les garçons et pour les filles. Salle de préparation physique qui va être optimisée avec du matériel ROD qui arrive dans les tout prochains jours. Et une salle qui sera dédiée à la récupération également, avec un matériel de cryothérapie qui sera à la disposition des athlètes de haut niveau et des combattants. Ok, on continue la visite et on la termine sur le Boxing Squad de Nice Nord, qui est un outil qui est cher à mon cœur parce que c'est le premier club que j'ai ouvert dédié à la pratique du MMA. Donc là, on a la chance d'avoir une vitrine sur le centre-ville. C'est aussi ici que j'y ai mon bureau pour travailler sur les préparations des athlètes, sur les échéances et sur la négociation des combats. Donc c'est une salle de préparation physique et c'est un peu le musée des premiers titres qu'on a gagnés. Là, tu as la ceinture de Mehdi Takaev, le premier titre qu'il gagne sur le sol français. La ceinture de Thibaut Colleuil au Contender, la ceinture de Mehdi Takaev au GFA, la ceinture d'Anatoly Trembak au Extreme Fighting, la ceinture de Jérôme Bollerin au FMC et le temple de Manon Fiorot qui est dans mon bureau. On va avoir la ceinture d'une organisation de Kawan qui s'appelle le Spartacus, la ceinture d'une organisation italienne, la ceinture des championnats de France de kickboxing et la ceinture de l'EFC, de l'Extreme Fighting Championship qu'elle a gagné en Afrique du Sud il y a quelques mois. Et puis pareil, un petit mur avec les contrats d'organisations prestigieuses. On n'a pas encore ce contrat de l'UFC, mais j'espère qu'avant la fin de l'année, il y en aura un qui viendra décorer ce petit mur. Mais voilà, il y a les plus grandes organisations mondiales. J'aurais pu mettre le contrat de Elias Giroud au PFL, même s'il est managé par la Big Abdopti. Mais là, c'est les contrats que nous, on a négociés, qui ont été négociés dans ce bureau d'ailleurs. Donc on a cette salle de préparation physique qui permet de mettre en application la charge de travail et les exercices qui sont ceux des combattants pour préparer un combat. Et on a aussi une surface d'un peu moins de 100 mètres carrés de tatami où on donne des cours aux loisirs et également où les professionnels peuvent s'entraîner. Impeccable. Merci beaucoup pour la visite, Aldric. Dans service. Choose your fighter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec Aldric Cassata.
On vient de passer une bonne partie de la journée ensemble là. On a visité tout un tas de choses. On a vu tout un tas de projets là qui sont en train de naître. Quand tu vois ce qui se fait en France, qu'est-ce que tu voudrais apporter que tu as peut-être vu ailleurs et que tu veux développer absolument ici parce que tu ne le vois pas encore? Déjà, j'aimerais rendre hommage à une personne, c'est Fernand Lopez, parce que moi, j'avais un petit peu, pas des réticences, mais c'est vrai que je pensais pas qu'on pouvait intéresser des chefs d'entreprise et des investisseurs dans notre activité du même âge. Je voyais ça encore comme un sport un petit peu rebelle, entre guillemets. Et c'est en discutant avec Fernand que j'ai compris qu'on pouvait réellement monter un projet structurel avec des investisseurs, avec des entreprises qui sont là pour t'épauler et pour mettre des moyens à ta disposition. Et ça, j'espère que Fernand il le verra parce que je le pense sincèrement. Après, moi j'ai toujours voulu un petit peu copier le modèle du football. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est le sport le plus structuré. Après, les Américains, ils avaient déjà, au Hit Squad, il y avait une antenne médicale, une antenne de récupération, un préparateur physique, même au Brésil, hein, pourtant ils n'ont pas tout à fait les mêmes moyens, mais ils ont déjà cet écosystème d'une équipe professionnelle. Après, moi, ce modèle, je voulais vraiment le transposer et le comparer au football. Aujourd'hui, les footballeurs, ils ont des visites médicales récurrentes, on surveille tout ce qui se passe, on optimise individuellement chaque joueur, et je voulais ramener ça. Et c'est pour ça que depuis 10 ans que j'ai fondé le Boxing Squad, j'ai essayé de ramener petit à petit un petit peu des gens du monde de la médecine, des gens du monde, pour ceux qui l'ont vu ou qui le verront, Jérôme Vollerin, le préparateur physique qui a un doctorat en sciences du mouvement, des gens comme le docteur Brizy qui sont médecins du sport, des gens comme le docteur Collet qui sont biologistes. Et toutes ces compétences mises ensemble, eh ben, ça te permet de pouvoir gérer une équipe professionnelle. Et les athlètes, il faut les prendre et collectivement, et individuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Boxing Squad, c'est une équipe professionnelle d'une quinzaine de combattants, mais ils ne combattent pas tous en même temps. Donc, on fait un entraînement de l'équipe des compétiteurs tous les jours. D'ailleurs, c'est au Maccabi que ça se passe. Et quand un combattant, tel que Manon Fiorot, tel que Hassan Ndam, tel que Axel Sola prépare une échéance ou Ilyes Giroun prépare une échéance spécifique, il se sort un petit peu de ce groupe et on rentre dans un camp d'entraînement qui va durer 6, 7, 8, 9 semaines, spécifique à la tête où il y aura son sparring. On va avoir des thèmes bien précis en fonction de ce qu'on va chercher à développer comme compétences et du game plan qu'on aura essayé de mettre en place. Choose your fighter. Tu nous disais que là, tu étais en train, il y a quelques heures, d'entraîner Conor McGregor à Monaco. Ouais, en fait, non, il était dans la salle et il s'entraînait avec son staff. Moi, j'étais juste en train d'observer pour voir s'il y avait quelque chose à voir un peu ce qui se passait. Mais non, il a son staff. On est juste là pour observer, pour voir ce que font les stars. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et par exemple, du coup, avec ton œil vraiment expert, quand tu vois quelqu'un comme Conor McGregor se déplacer, quand tu le vois boxer, qu'est-ce que tu vois? En fait, ce qui est important pour moi, c'est de comprendre ce qu'on appelle le schéma moteur de notre athlète. C'est essayer de comprendre sa façon de se déplacer, sa façon de se mouvoir dans l'espace. En fait, c'est un genre de profilage de l'athlète. On va essayer de comprendre son œil dominant, son membre dominant, la façon dont il occupe l'espace, la façon dont, quand il se sent dos à un mur, dos à une cage, comment il va évoluer par rapport à ça. Et pour moi, c'est vraiment important de travailler sur cette thématique pour individualiser un peu toute la partie préparation physique. On parle souvent de la puissance de KO, mais dans le sens certains l'ont, certains ne l'ont pas. Ouais. Toi, tu vois ça comment? Est-ce que pour toi, c'est ça aussi ou est-ce que tout le monde peut développer une puissance de KO? Alors, oui et non. Oui, parce que, comme je t'ai dit, c'est des choses qui ont été travaillées, c'est des choses c'est des gens qui n'ont plus besoin de développer ce genre de capacité. Mais tout le monde peut développer son punch. Pas jusqu'à devenir Mike Tyson, hein, mais tout le monde peut développer son punch. C'est la coordination qui va faire qu'on va avoir du punch. C'est que l'efficacité du mouvement, on arrive à un 100%. Pour frapper, pour mettre un gros puncher, il faut que tout le mouvement soit fluide et qu'on arrive sur la percussion à la fin assez forte. En fait, il y a un mouvement de départ, un mouvement de fin et au milieu une fluidité. Et c'est là-dessus qu'on va optimiser le mouvement. C'est quelles sont les articulations qui m'empêchent d'aller à ce mouvement le plus rapidement possible. Je dégage, on sait qu'on appelle ça le taux de montée en force. Dès que je démarre un mouvement, on développe le maximum d'explosivité possible le plus rapidement possible pour arriver à une certaine cible. Au milieu de tout ça, le geste il doit être parfait, efficace, efficient, toujours. Entre le point A et le point B, c'est là-dessus qu'on va travailler. Choose your fighter. Mon expérience, je la porte chez les pratiquants de MMA pour plusieurs choses. Premièrement, je pense que dans les blessures liées à ce sport-là, il y a vraiment deux grandes catégories qui sont vraiment importantes. Il y a ce qu'on appelle les chocs directs liés à la phase de striking,
qui vont englober en fait tout ce qui est contusion, hématome et éventuellement les plaies au niveau du visage et de la peau en général. Et on va dire l'aspect traumatisme articulaire qui va être plutôt lié à la phase grappling, lutte, donc la phase de corps à corps. Donc en fait, on va essayer d'être préventif par rapport à ces blessures-là, en expliquant d'abord que au niveau équipement, au niveau technique, il faut être au top. Ça veut dire que quand on s'entraîne, que ce soit en MMA ou dans différents sports de combat, il faudra vraiment des protections adaptées. Donc déjà, ça passe par tout ce qui est protège tibia, les gants adaptés, la coquille de protège-dents et éventuellement les casques. Donc déjà, on va être préventif sur la phase traumatologie directe. Tout ce qui va être choc, tout ce qui va être impact, on va pouvoir le maîtriser en fait, essayer de limiter un peu les dégâts corporels. Après, bien sûr, ça passe par une technique irréprochable, donc ça c'est le rôle des coachs, bien enseigner à ses élèves la technique, la faire correctement, maîtriser son geste, ça passe aussi par l'enseignement. Et puis, dans la phase, on va dire, plutôt grappling et lutte, ça va être d'une part apprendre à chuter, donc en phase de lutte, pour ne pas se blesser soi-même. Et en phase de grappling, en fait, je pense qu'il faut essayer de limiter en fait, les tensions articulaires, du moins à l'entraînement. Un exemple tout simple, il peut y avoir une phase de grappling où en fait, on va essayer de forcer un petit peu sur son adversaire, sur une clé de bras, une clé de jambe, peu importe. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, le pratiquant qui est plus expérimenté, il doit être préventif par rapport à la lésion articulaire et pas aller à la tension maximale. Parce que une technique comme la clé de talon, qui est très dangereuse, elle peut aboutir à une rupture du ligament croisé antérieur, qui est un ligament qui stabilise le genou, et qui peut entraîner à la suite de ça un arrêt, malheureusement, du pratiquant pendant plus de 6 mois, parce que ça peut être chirurgical. Donc c'est vraiment la phase prévention qui est vraiment la clé d'une saison réussie en MMA, et c'est pour ça que le médecin du sport, je pense en tout cas, doit vraiment faire attention à tous ces aspects-là pendant l'entraînement et aussi aux compétitions. Choose your fighter. Il y a une notion très importante dans le MMA, c'est qu'il faut se dire qu'un combattant, il va se préparer pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, il va subir des transformations au niveau de son corps, parce que déjà, il va s'entraîner tous les jours. Et le fait de s'entraîner tous les jours, là, on était sur le versant supplémentation. Le but, c'est quoi? On va essayer d'optimiser la performance, en fait. Optimiser la performance, c'est déjà faire en sorte qu'il n'y ait pas de carence, c'est-à-dire qu'on ne manque pas de certaines vitamines. Mais également, lors de ces préparations, il va y avoir une intensité des entraînements qui vont en fait créer un risque de surentraînement. Ouais, le sportif, il va s'entraîner 2 fois par jour, plusieurs heures par jour, et il y a un risque de surentraînement parce que c'est des efforts qui sont énormes. On le voit tellement souvent ça dans le MMA. Et ne serait-ce que les coups, ça entraîne une dégradation au niveau musculaire. Le muscle se détruit, il faut savoir. Donc le muscle se détruit. Dans le sang, on a des marqueurs qui permettent de doser ces enzymes présentes dans les muscles. C'est les CPK, c'est les choses classiques qu'on voit dans les bilans sanguins. Et ça permet, c'est des petits marqueurs de surentraînement, tout ça. Et c'est très important de suivre il y a plusieurs marqueurs qui permettent de dire, alors là on a ça qui est augmenté, ça qui est augmenté. Là j'ai des arguments qui permettent de dire, la personne, là, attention, il y a potentiellement même peut-être un risque de blessure. Donc là on en vient sur la prévention carrément. D'accord. Parce qu'il n'y a rien de pire que pour un combattant pendant une préparation de se blesser. Et il faut savoir qu'il est à risque de blessure pendant cette préparation. Avec Adric on travaille beaucoup là-dessus, sur pouvoir se dire à tel jour, le jour du combat, il faut que la personne, cette Formule 1, soit au maximum. Mais il n'y a rien de pire dans une préparation de combat, c'est qu'on se prépare, on est parfait, et puis on arrive 2 jours avant, et ben il faut perdre du poids. Donc à ce moment-là, on doit perdre jusqu'à 10 kilos, certains qui perdent 10 kilos. Ce qu'il faut raisonner, alors là-dessus on a beaucoup travaillé avec Adric, on raisonne beaucoup, on raisonne en termes de pourcentage de perte du poids. Et donc on a travaillé sur une modélisation on a une personne, telle personne, elle pèse tant de kilos, donc elle va devoir perdre tant de kilos le jour du combat, on sait. À partir de là, on calcule, on a un pourcentage, et on a un pourcentage de déshydratation. Il faut savoir qu'entre 5 et 10% de perte de poids, on est en déshydratation assez importante, et au-dessus de 10%, on est en déshydratation sévère. Il y a un risque vraiment pour l'organisme, c'est quand même quelque chose qui agresse. Donc imaginez, vous faites ça la veille du combat, vous avez beau vous préparer pendant des mois avant, avoir essayé de combler toutes les carences, et bien le jour du combat, on n'est pas en forme. Donc là-dessus, on modélise une perte de sodium, puisque dans la transpiration, c'est de l'eau qu'on perd avant un combat. Donc on perd du sel, on perd du potassium,
mais on perd aussi beaucoup d'autres choses dans la transpiration. Donc on essaye de calculer combien le combattant va perdre, et à partir de là, combien on doit lui apporter. Et donc on fait quelque chose pour arriver le jour du combat, on va lui permettre d'avoir son potentiel maximum le jour du combat. Donc ça c'est très important. Voilà, c'est la fin de ce documentaire sur le MMA à Nice, le camp d'entraînement dans lequel évolue Hassan N'Dam avec Aldric Cassata, le head coach, et tous les experts qu'on a eu la chance de rencontrer. On espère que ça vous a plu et que ça a été autant intéressant pour nous que ça l'a été que pour vous, que ça l'a été pour nous. Et toutes les interviews en intégralité des gens qu'on a interviewés à la fin sont disponibles en audio. Et franchement, on vous conseille d'aller les voir parce que personnellement, en tant que fan de MMA, ça m'a passionné parce que ce sont uniquement des experts dans leur domaine qui parlent de sujets très spécifiques en MMA. Et ce sont des montagnes de connaissances. Donc franchement, on vous conseille d'aller les écouter en intégralité en audio, que ce soit le docteur Jean-Philippe Collet sur la nutrition, la supplémentation. Est-ce que c'est possible d'être un athlète et de ne prendre aucun supplément et d'être uniquement vin rouge, brioche et puis tarte aux pommes? Et que ce soit Julien Brisy sur la traumatologie, à quelle vitesse est-ce qu'on doit revenir de blessure, que évidemment Aldric Cassata qui nous fait masterclass sur masterclass pendant 50 minutes, franchement c'est absolument fascinant, ou Jérôme Vaulrin sur la science du mouvement. C'était fascinant pour nous, et si vous êtes fan de MMA, franchement, on vous conseille d'aller écouter tout ça. Elles sont en intégralité en audio. Donc voilà, on espère que ça vous a plu, on espère que vous avez pu apprendre des choses et que les images vous ont satisfaites. En tout cas, on se dit à très bientôt, et puis prenez soin de vous. Ciao. Swear.